Bonjour tout le monde. En vue de faire une formation de TIS des enseignants nouvellement recrutés qui appartient à l'Université de Constantine, je vais vous présenter un travail concernant la vidéo de contenu qui se déroule autour de cours de la microtectonique en s'appuyant sur le premier chapitre préparé par moi-même, Dr Moudi Wafa, maître de conférence classe B à l'université Beji Mokhtar Al-Anaba. Ce cours vise les étudiants du troisième année licence géologie fondamentale avec un volume horaire de 3 heures par semaine. Donc, pour pouvoir assurer un bon déroulement au cours et travaux dirigés, les étudiants doivent avoir une bonne base de la tectonique en deuxième année licence et quelques notions en microtectonique. Parmi les objectifs du chapitre qu'on va dresser, il faut connaître quelques rappels et définitions en ce qui concerne force, contrainte et ellipsoïde des décontraintes, savoir les notions de déformation et ellipsoïde de déformation ainsi que la déformation discontinue et celle continue, connaître les différents niveaux structuraux. Donc, on va commencer par ce chapitre-là qui, qui s'articule autour des rappels et définitions. Mathématiquement, une contrainte en un point est définie par la limite du rapport sigma est égal d de f sur d de s. La contrainte est une grandeur vectorielle définie par une origine, une direction, un sens et une intensité. Elle représente le rapport entre la force F et un élément de surface d de s sur laquelle elle est appliquée. Elle est exprimée en bar ou en pascal. La contrainte peut être oblique par rapport à la surface sur laquelle elle s'exerce. Elle est donc décomposée en une contrainte normale notée sigma de n et une composante tangentielle dite contrainte cisaillante notée t. Les contraintes sont soit isotropes, soit anisotropes. Isotrope, donc, lorsqu'elle s'exerce avec la même intensité dans toutes les directions de l'espace et se représente sous forme de sphère, donc pression hydrostatique. Soit, donc, et l'anisotrope, elle se représente sous forme d'un ellipsoïde. Les notions de déformation et ellipsoïde de déformation. Donc, qu'est-ce qu'une déformation? En géologie, la déformation est un terme générique qui décrit les changements de forme, de position ou d'orientation d'un corps soumis à des contraintes. C'est le seul élément que l'on peut décrire à partir d'objets géologiques. La déformation résulte du déplacement de chacun des points du solide déformé vers une nouvelle position. Cette opération fait varier la forme, les dimensions et la localisation du corps d'un état initial vers un état final. Elle se mesure en comparant les longueurs initiales L0 et finale L1 des axes représentatifs avant et après déformation. C'est ce qu'on appelle l'élongation qui est égale à L1 moins L0 sur L0. Les composantes de cette déformation. Donc, la déformation peut se décrire comme une combinaison de 4 composantes. On a la translation, la rotation, la déformation interne et la déformation qui touche le volume. C'est ce qu'on appelle contraction et dilatation. Donc, la translation, c'est un corps simplement déplacé à suivre une translation. Elle provoque simplement un changement de position des masses rocheuses sans en changer la forme, c'est-à-dire sans leur faire subir une transformation proprement dite. Dans le cas de certaines nappes de charriage, on connaît des translations de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, la déformation de rotation ou changement d'orientation. Les strates ont été tournées. Elles provoquent un changement d'orientation des masses rocheuses, toujours sans changement de forme. Toute rotation est définie par un axe dont il faut connaître la direction, le pendage et par la valeur de l'angle de rotation. Donc, troisièmement, c'est la déformation interne ou c'est ce qu'on appelle distorsion. C'est un changement de forme, c'est le composant le plus important de la déformation pour le géologue ou pour la géologie. Donc, on a une déformation linéaire et cisaillante. La quatrième déformation, c'est le changement du volume. Donc, c'est ce qu'on appelle la contraction et la dilatation du corps.
Donc, troisièmement, on va dresser les différents types de déformations. Donc, on va essayer de diviser la déformation, donc les types de déformation selon deux objets. Donc, selon premièrement le volume et la position, on a trois types. Euh, la déformation homogène ou hétérogène. La déformation est dite homogène ou hétérogène lorsque les lignes initialement parallèles le restent après la déformation. On parle sinon de déformation hétérogène, ce qui est d'ailleurs le cas général dans la nature. Donc, deuxièmement, on a une déformation continue ou discontinue. La déformation est continue si ses propriétés varient progressivement dans l'objet déformé. Donc, par exemple, on a le cas des plis et elle est discontinue. Sinon, donc, dans le cas d'une faille ou là. Troisièmement, on a la déformation incrémentale ou finie. On parle de déformation finie quand on considère la forme de l'objet final par opposition à la déformation incrémentale, le petit morceau de déformation qu'on ajoute à un moment donné. Donc, deuxièmement, selon les axes, on a deux types de déformation. Une déformation coaxiale et une déformation non coaxiale. La déformation coaxiale donc, se caractérise par des axes de la déformation restent fixes durant une déformation progressive. Les axes principaux de la déformation X, Y ne tournent pas. L'ellipse de déformation peut être découpée à tout moment en secteurs en raccourcissement et secteurs en allongement. Ils sont séparés par des lignes neutres à 45 degrés des axes principaux. Durant une déformation progressive, les lignes peuvent passer d'un secteur compressif à un secteur extensif. Les mouvements relatifs des particules sont complexes. Idéalement, les secteurs extensifs et compressifs sont séparés par des ondes de cisaillement conjuguées à 90 degrés à l'origine, mais elles sont aplaties par les incréments de déformation suivants. Deuxième type, c'est la déformation non axiale. Elle se caractérise par des axes de la déformation changent durant une déformation progressive. Les axes principaux X, Y tournent. Les mouvements relatifs des particules sont tout parallèles entre eux et parallèles au plan de glissement. Comme dans le cas coaxial, il y a des secteurs en extension et des secteurs en compression qui changent au cours de la déformation. Donc, on va passer à la notion de niveau structural. On appelle niveaux structuraux les différents domaines de l'écorce terrestre où les mécanismes de la déformation restent les mêmes. Le terme de niveau est utilisé à juste titre pour rappeler que ces différents domaines sont généralement superposés. Dans les essais mécaniques, on sait que les roches ont d'abord un comportement cassant puis ductile. Si les conditions de pression et de température augmentent, elles vont atteindre leur point de fusion et se comporter comme des liquides visqueux. Cette image-là représente les différents niveaux structuraux. Donc, on va le voir, ces différents niveaux structuraux. Premièrement, on a le niveau structural supérieur. Il est défini par un mécanisme élémentaire dominant qui est le cisaillement. C'est le domaine des failles et des fractures. Deuxièmement, le niveau structural moyen, il est défini par un mécanisme élémentaire dominant qui est la flexion à l'origine de la formation des plis isopaques. Troisièmement, on a le niveau structural inférieur, c'est le domaine de l'aplatissement, puis l'écoulement et des plis anisopaques accompagnés d'une schistosité généralisée. Comme conclusion, à l'issue de ce chapitre, l'étudiant doit pouvoir adapter sa connaissance à ce que force, contrainte et l'absolu de contrainte, ce qu'une déformation à ses différents types ainsi les différents niveaux structuraux. Et merci pour votre aimable attention.